Mais le premier, le plus important, euh, ça a été une étable dans une ferme en biodynamie à Ewaï. Pourquoi? Parce que durant mes études, on ne parlait pas du tout d'écologie, ça n'existait pas. Et ça m'a beaucoup intéressé. Et je suis très vite parti à la fin de mes études en Suède, parce qu'à l'époque, il n'y avait que les anthroposophes qui posaient la question de l'architecture et écologie. Donc il y avait un séminaire tout près de Stockholm, à Järna, euh, qui s'appelait justement architecture et écologie. Il y avait 3 semaines, donc une semaine de projet, une semaine de sculpture et une semaine de peinture. J'ai beaucoup travaillé la couleur et la sculpture. Et ce bâtiment-là, c'était intéressant parce que j'ai fait ça en briques de laitier, donc des récupérations de hauts fourneaux. Symboliquement, c'était important pour moi, en tout cas pour le soubassement. Et puis, premier bâtiment, tout en bardeau, de Mélèze, du pays. Et un jour, en allant sur chantier, un énorme tas de perches d'épicéas que les forestiers brûlaient chaque année parce que c'était trop petit, ils ne savaient pas quoi en faire. Et j'ai fini par les trouver, puis j'ai dit, est-ce que je peux les avoir? Ben oui, prenez-le. Le fermier me dit, on coupe les cornes des vaches parce qu'en fait, on les enferme tout l'hiver, le nez contre un mur. Or, la vache est un animal grégaire avec des rapports de force. Euh, donc, l'étable idéale, c'est une étable ronde pour que toutes les vaches puissent se voir et continuer à entretenir une relation pendant l'hiver. Une étable ronde, c'était compliqué. Ça allait faire une espèce de chapeau chinois. Hein. Et une étable rectangulaire, c'était compliqué aussi. Donc, j'ai fait un truc entre les deux, en forme de cochon de cave, on va dire ça comme ça. Hein. Avec donc une pente qui est continuellement variable. Donc, la toiture est gauche. Hein. Et mes perches d'épicéa qui faisaient 6 ou 7 cm au début et puis 3 cm à la fin se mettaient super bien pour reprendre toutes les déformations du bâtiment. Et donc, voilà, ça a été un des premiers bâtiments où non seulement les questions écologiques se sont posées, c'est-à-dire pas de traitement, rien du tout, donc il a plus de 30 ans et on n'a pas remplacé une planche. Et surtout travailler avec ce qu'on avait, travailler avec du bois local donc ça a commencé comme ça. Il y en a beaucoup parce que si j'aime pas, je fais pas. Il y a des expériences plus complexes que d'autres. J'ai fait une petite maison en SB euh, pour des gens qui étaient à la retraite, qui avaient déjà un terrain d'1 hectare, très très beau, tout plat, comme en SB. Mais elle était professeure de russe. Et, et elle allait souvent en Russie. Et donc, ils avaient entouré tout leur jardin avec une centaine de peupliers différents, 3 mètres de haut. Autrement dit, quand tu étais à l'intérieur de ça,
tu voyais rien. J'ai prétendu à l'urbanisme que le terrain était humide, ce qui n'était pas vrai, pour surélever la maison d'1,50 m par rapport au sol, de la mettre sur pilotis, pour que quand tu es dedans, ton regard passe au-dessus de la haie et puisse aller à 30 km. Je voulais faire une ossature poteau-poutre avec des poteaux en bois. Ça coûtait une fortune de faire tourner des poteaux en bois par un menuisier. Et donc, j'ai fini par trouver une boîte dans les Ardennes qui faisait des piquets de clôture pour les gens qui ont des chevaux et qui veulent des poteaux ronds parce que ça fait plus joli. Et je les ai appelés, je leur ai dit, mais c'est quoi le plus gros poteau que vous pouvez faire? On dit, on peut faire jusque 20 cm. Et c'est quoi la longueur? On peut faire jusque 8 mètres de long. C'est très très bien. Et donc j'ai dessiné la maison aussi en fonction du fait que je savais que je disposais de poteaux de 20 cm sur 8 mètres de long pour une bouchée de pain. Mais l'écologie, pour moi, c'est aussi ça. C'est aussi aller jusque-là avec le charpentier et dire, tiens, qu'est-ce que tu penses? Est-ce qu'on fait ça? Et voilà. Je me suis beaucoup intéressé au projet collectif et donc j'ai fait un projet. euh, j'ai toujours sur mon bureau une petite liste des gens qui me demandent un terrain, de trouver un terrain, de trouver un lieu. Et un jour, il y a un agent immobilier qui me téléphone, il me dit, Eric, euh, j'ai peut-être un truc pour toi, il y a un terrain à vendre au-dessus de lui, il y a 1,5 hectare de terrain à bâtir. Et donc, il y a des promoteurs immobiliers qui sont intéressés par le terrain à bâtir, mais il y a 27 hectares de forêt. Alors, les chasseurs, ils veulent bien acheter les 27 hectares de forêt, mais ils n'ont rien à foutre du terrain à bâtir. Et il y a des lotisseurs qui veulent bien acheter le terrain à bâtir, mais qui ne veulent pas acheter les 27 hectares de forêt. Et la dame qui vend, elle a un cancer en phase terminale, et elle veut que ça se vende très vite. Et elle veut vendre les deux en même temps. Donc j'ai pris mon téléphone, j'ai téléphoné à tous les gens qui m'avaient demandé la possibilité de trouver un terrain. Je dis, voilà, j'ai une proposition à vous faire. On y va, on va voir. C'était pas cher. Et donc ils ont acheté 1,5 hectare de terrain à bâtir et 27 hectares de forêt avec 2 carrières, une rivière. Et donc on a construit 9 maisons en bois avec les arbres de la forêt, en fait, et l'argile du terrain. Voilà, ce qui m'a valu 6 ans de procès avec l'administration. Parce qu'à l'époque, quand l'administration, c'est changé aujourd'hui, mais quand l'administration ne répondait pas dans les délais, ça équivalait à un refus. Donc Anne-Marie Lisin, elle a pris le dossier, l'a mis sur le côté, elle a juste rien fait, et du coup, le projet a été refusé 2 fois, 3 fois, et c'est allé jusqu'au Conseil d'État. Et j'ai gagné. Tout à fait. Mais chaque fois, considérer, ça c'est une volonté de ma part, mais donc une partie effectivement de réflexion collective, et chaque habitation réfléchit individuellement, chaque fois. Donc le contraire de ce que font les lotisseurs, on va dire ça comme ça.
Ben, c'est ce que je dis toujours à mes collaborateurs ou aux stagiaires qui viennent ici. Si tu veux commencer à faire de l'architecture un temps soit peu convenable, il faut apprendre à aimer les gens. En tout cas, c'est mon point de vue. Et il faut apprendre à aimer les lieux. Donc oui, j'ai un nouveau projet à faire là-bas en haut du village. Ben, j'y suis allé 10 fois, tout seul. Dessiner, regarder, comprendre. Ça vient d'où cette pente, où est l'orientation, tout le travail sur le lieu par rapport aux habitations existantes, où est-ce qu'on se met, comment, l'orientation surtout, des choses comme ça. Et puis nouer une relation avec la personne qui me demande de faire le projet, bien évidemment. Et que cette relation soit amicale, à tout le moins. Sinon, c'est pas grand intérêt. Mais en plus, on n'y arrive pas. C'est-à-dire que, de mon point de vue, on n'y arrive pas. Ou on fait de l'architecture pour les revues, plutôt que pour les gens. Oui, bien sûr. J'ai été justement à l'éclatement du bloc de l'Est. J'ai travaillé pendant 2 ans en Slovaquie pour construire des maisons pour les tziganes, parce que les Russes n'avaient rien trouvé de mieux que de les parquer dans des réserves, des trucs abominables qu'on n'imagine pas. On n'imagine pas ce que c'est 1500 à 2000 personnes à 1500 mètres d'altitude, sans eau, sans électricité, avec des mètres et des mètres et des mètres et des mètres d'ordures, les femmes qui dorment avec leur enfant sur le ventre pour ne pas qu'il se fasse bouffer par les rats pendant la nuit, parce que si tu mets ton bébé dans le berceau, le lendemain matin, il n'est plus là. Hein. Et donc, oui, j'avais de l'énergie pour ça. Je trouvais que c'était... Je me sentais utile là-dedans, oui, bien sûr, oui, oui, oui. Les écoles Steiner, ça a été important pour moi aussi, très fort. J'en ai fait 2. J'ai fait une école. Oui, donc quand j'étais à Järna, donc en Suède, donc dans le séminaire dont on parlait tout à l'heure, il y avait en même temps un séminaire pédagogique avec des enseignants. Là, et j'ai rencontré l'architecte du site, qui est décédé maintenant, mais que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelait Erik Asmussen, qui a fait de très très belles choses. Et puis il a regardé un peu mes trucs, ce que j'avais fait. Il m'a dit, mais fais une conférence demain soir dans l'auditoire. Et donc j'ai montré ce que j'avais fait, mais à l'époque c'était des diapositives. Hein, je veux dire, j'ai montré mon travail. Et ça a été important puisque à la fin, ce que j'avais exposé, 3-4 projets, déjà très intéressé par l'écologie et très orienté là-dedans. Il a pris son petit vélo, il avait déjà 90 ans à l'époque. Il a pris son vélo, puis il m'a pris par le bras. I think you can do something. C'était tout. Et ça m'a touché, ouais. D'avoir quelqu'un que j'estimais à ce point qui dit continue mon gars, tu peux faire quelque chose. Ben justement, donc c'était suite à ce séminaire que, en rentrant en Belgique, quelques semaines plus tard, je reçois un coup de téléphone des enseignants flamands d'Anvers qui avaient déjà écumé 3 archis
Mais on était dans les années 90, donc on était en plein postmodernisme, hein, tu vois? Donc bloc de béton, linteau en béton préfabriqué et joints de mortier brossés à 45° à la brosse à dents, tu vois? Et donc ils avaient déjà écumé 3 archis, en n'étant pas contents du tout. Et donc ils me téléphonent et ils me disent: «On a un projet de faire une école pour, les enfants handicapés», ce qui en flamand est très beau parce qu'en néerlandais, nous on dit handicapés et eux ils disent buitengewoon. Buitengewoon onderwijs, hein, donc en dehors de l'ordinaire. Ce qui Voilà. Je leur ai dit non, bien entendu. Bah, j'ai dit non. On peut pas faire une école en flamand à Anvers, ça n'a aucun sens, hein? Est-ce qu'on peut venir vous voir quand même? Et donc un jour, il y a 2 professeurs qui ont débarqué et ils m'ont dit: «Mais si, si Eric, fais-le». J'ai fini par dire d'accord, à la condition bien évidemment de prendre un architecte anversois avec moi qui lui parlait flamand. Moi, je baragouinais légèrement, mais et et ça, c'était une belle expérience parce qu'il y avait 60 professeurs, tous des thérapeutes, donc des gens soigneux et intelligents. Et donc c'était une belle aventure, ouais. Je pourrais les citer tous. Ben si c'est pas une belle aventure, ça m'emmerde. Suite aux échecs répétés du projet d'habitat groupé de Solières qui m'avait coûté 6 ans de procès, pour lequel j'avais fini par vendre ma maison, pour payer les avocats et aller vivre dans la forêt, ce qui est vrai. J'ai vécu dans une roulotte et donc j'avais gardé mon petit bureau au centre-ville, mais j'avais vendu ma maison et j'étais vivre dans la forêt. Et j'ai décidé d'arrêter l'architecture parce que j'étais épuisé par cette histoire. J'ai entrepris des études de philosophie. Et puis après un 3e cycle en esthétique. Voilà. Et j'ai eu un coup de fil de mon frère, de mon jeune frère, qui me dit: «Eric, je voudrais bien que tu construises ma maison». Et je lui dis: «Écoute, non, j'ai décidé d'arrêter l'architecture, je ne veux plus. Je suis trop dégoûté, trop épuisé, trop fatigué». Voilà une liste des 10 architectes que j'estime, il y en a pas beaucoup, mais enfin bon, va les voir, choisis là-dedans, et puis, et une semaine après, il me rappelle et puis il me dit: «Dis Eric, oui, j'ai réfléchi, oui, et quoi?» «Bah, c'est pas parce que je suis ton frère que tu vas pas faire ma maison. C'est une mauvaise raison». Il dit: «OK, OK, mais c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça», et voilà, et donc c'est reparti en fait. C'est reparti de la petite maison, en SB là et la maison de mon frère. Je suis reparti sur ces 2 projets-là alors que j'avais plus du tout l'intention de faire de l'architecture et donc bah, je t'ai trouvé un terrain, viens voir et puis voilà, et donc la maison est immense ça, mais enfin elle est complètement ouverte au sud et déjà très performante du point de vue écologique à l'époque. On l'est encore plus maintenant, mais elle est courbe complètement sur le paysage et en même temps, droite. Donc le terrain est en pente et la toiture est à contre-pente. Donc
très très petite hauteur sur la façade nord et une très grande hauteur sur la façade sud. Ouais. Ça, c'est une bonne question et la réponse est assez simple. J'avais un ami très cher qui est décédé maintenant et qui m'a beaucoup soutenu toute ma vie, qui s'appelait Lucien Kroll. On était très amis. Et Lucien disait, mais c'est très simple, l'écologie, c'est la science des relations. Après, tu peux réfléchir, ça veut dire quoi, science des relations? Hmm. Ça veut dire prendre connaissance de, ah, mais c'est quoi ce truc que j'ai en main là, tu vois? T'es arrivé sur chantier où t'as prévu un empierrement en pierre calcaire, et puis tu te penches, et tu vois que c'est en fait du déchet, de trucs, du bazar et du machin. Tu prends le truc en main, c'est friable. Pourquoi pas la récup? Très bien. Tu dis à l'entrepreneur, c'est quoi ça? Parce que c'est pas ce que j'ai prévu. Donc moi, je vais bien vous mettre autre chose, mais c'est quoi ça? Le lendemain matin, tout était enlevé. Donc c'était une saloperie de truc, bourré de polluants, j'en sais rien. Je ne l'ai jamais su. Mais t'arrêter sur le bord de l'autoroute devant une montagne de perches, de sapins prêts à brûler et te dire, je vais faire le bâtiment dans la rue à côté avec ça. Ça, c'est une relation. Donc ça commence avec la matière. D'où vient la terre? Ben, la terre, elle vient de Wanlin, elle vient d'ici à côté. Si chaque fois qu'il y a moyen, chaque fois qu'il y a moyen, se demander ben, avec quoi tu joues, tu vois? Alors tu joues avec les matériaux, mais tu joues avec l'orientation. C'est aussi une relation. Une relation par rapport au soleil qui est là, par rapport à son zénith. Il faut savoir où il est, faire l'inclinaison la course, le nombre incalculable de jeunes architectes ou d'études, même de jeunes archis, hein, encore la semaine passée, hein, des archis, quoi, 32 ans, qui ne savent pas que la course du soleil au solstice d'hiver, c'est 90 degrés sur l'horizon. Le sud est là, ça veut dire qu'il se lève là, il se couche là. Et qu'il est à 17 degrés, 16-17 degrés à son zénith. Autrement dit, quand il n'y a plus de feuilles sur les arbres, le soleil, il rentre, il va taper ce mur-là. Euh, la course du soleil à l'équinoxe, 21 septembre, 21 mars, c'est 180 degrés sur l'horizon. Ça veut dire qu'il se lève là, et il se couche là. Et il est à 42 degrés à son zénith. D'accord? Donc il rentre jusque-là, le matin, il chauffe ce mur-là, l'après-midi, il chauffe ce mur-là. Au solstice d'été, donc 21 juin, la course du soleil, c'est 270 degrés sur l'horizon. Donc ça veut dire qu'il se lève là et qu'il se couche là. Autrement dit, à 9 heures du soir, il rentre par là et il va jusque-là. Il traverse la maison en entier. Sauf qu'il est à 62 degrés à son zénith. Donc tu mets cette maison-ci comme les logiciels de la région wallonne ne tiennent compte que de la performance énergétique et jamais de la géométrie cosmique, tout simplement. 62 degrés, tu mets ça dans le logiciel te dit surchauffe. Vous devez mettre du conditionnement d'air. Hein? Mais là, il y a une passerelle qui fait 1 mètre. Et puis, il y a encore une casquette de 40 centimètres. Quand le soleil est à 62 degrés sur l'horizon, il arrive là, il ne rentre pas dans la maison. Il peut faire 35 degrés dehors. La température à l'intérieur de la maison n'a jamais dépassé 23, 24 degrés. Parce qu'il y a 800 tonnes de terre.
de terre crue, qui sont complètement poreuses, qui prennent et qui captent la chaleur et qui la restituent et tout le bazar de ça. La décision, par exemple, de faire la salle dans laquelle on est là maintenant, c'est parce que dans tous les projets, enfin dans les quelques projets collectifs que j'ai faits, tout le monde avait dit: «On va faire un bâtiment commun». Si quelqu'un soit dit: «Il reste un terrain pour faire un bâtiment commun». Ça fait 20 ans. Il n'a jamais été construit. Il n'a jamais été construit parce que tout le monde s'est ruiné pour sa propre maison et jamais personne n'a ressorti 50 000 balles après pour se dire: «On va construire une salle commune». Et donc ici, on a fait ça, on a construit une autre maison là-bas, et puis les bureaux là-bas, et puis j'ai lancé des poutres entre les deux murs, et on a dit ce sera le lieu de la fondation. Et on va pas attendre que tout le monde s'y mette, parce que si on attend que tout le monde s'y mette, eh ben, ça n'arrivera jamais. Ah ben pour le moment, la fondation, elle a plusieurs convictions. Elle est, en tout cas moi, fondamentalement convaincu que, contrairement à ce qu'on pense, très généralement, l'État ne devrait pas intervenir dans la culture. Pour le moment, ce qui est assez magnifique, c'est que on fonctionne sans un franc, sans subside, sans rien. J'ai juste travaillé avec l'université de Liège, une demi-journée, sur la composition du plafond, qui fait que l'acoustique est assez fantastique, au point que il y a des enregistrements qui se font ici. Et puis qu'est-ce qu'on y fait? Ben on invite des amis et le plus souvent, jusqu'à maintenant, presque systématiquement, des gens qui nous demandent, en fait. Donc il y a des gens qui viennent. On faisait déjà des concerts chez moi, dans ma petite maison à Saint-Fontaine, mais c'était tout petit. Mais puis ça a grandi tout seul. Mais je veux dire, dans tous les cas, je pense, ce sont les musiciens ou des plasticiens qui demandent à venir. Claude Semal, par exemple, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais c'est quand même un grand poète. Claude Semal qui me fait un post sur Facebook en disant on cherche un endroit pour faire quelques jours de résidence et faire un concert. Je le connais un peu, je renvoie un mail tout de suite en disant ben voilà, viens voir. 60 personnes, 80 personnes, j'en sais rien, mais il y avoir le lieu, peut venir répéter ici et jouer ici, voilà. Un ami qui vient régulièrement chaque année ici, il me dit: «Elle est étrange ta maison». Je dis: «Pourquoi?» Parce que on a beau être venu je sais pas combien de fois, hein, on la connaît, on sait où tout le monde est, et on s'en lasse pas.